Toujours dans le cadre de la révision, on arrive, on arrive aux traités. Les traités, comme on a vu en classe, ils sont là pour résoudre un problème qui préoccupe un nombre d'États, comme l'environnement, comme les droits de l'homme, comme les réfugiés. La typologie des traités. Il y a des traités bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux. Et il y a des traités qui sont établis selon l'objet. Il y a un traité dont l'objet est déterminé et limité dans le temps, comme le cas des traités de prêt entre deux États, un traité bilatéral entre deux États. Ce genre de traité est limité dans le temps. Il prend fin avec le paiement de la dernière échéance. Il y a des traités dont l'objet n'est pas limité dans le temps, à savoir les traités des droits de l'homme, les 4 traités des droits de l'homme. Qui négocie le traité? Le traité est négocié par soit le roi, quand il s'agit d'une monarchie, soit le président de l'État, dans une république, soit le ministre des Affaires étrangères. Sinon, on délègue le pouvoir de négociation à un plénipotentiaire. Celui qui négocie le traité, on l'appelle plénipotentiaire. C'est à cette personne à qui on délègue le pouvoir de négocier les traités. La première étape, c'est la négociation, bien sûr. Deuxième étape, c'est l'authentification. Quand on signe le traité par les plénipotentiaires. L'authentification a des conséquences immédiates. La première, le document devient officiel, c'est le draft. Le draft, c'est le brouillon. Ce document devient officiel. Deuxièmement, on ne peut en aucun cas modifier le contenu du draft, du traité. Et troisièmement, l'État n'est pas encore engagé. Ça ne veut pas dire que l'État est engagé. Très bien. Chaque loi, c'est le cas des traités, passe par ce qu'on appelle le contrôle de la constitutionnalité. C'est quoi l'utilité du contrôle de la constitutionnalité? Son utilité, c'est de voir est-ce que le texte adopté, ou qu'on envisage d'adopter, est-ce qu'il est conforme à la Constitution ou pas? Autrement dit, question de logique, cette Constitution, elle a été votée par le peuple. Cela veut dire, et ça on l'a vu en classe, cela veut dire que le peuple a voté une référence pour toutes les lois qu'on voit sur la pyramide. Alors, il faut avant d'adopter une loi, quel que soit l'organe qui l'édite, on passe tout d'abord par ce qu'on appelle le contrôle de la constitutionnalité. Il faut voir, est-ce que cette loi, ce texte juridique, est-ce qu'il est conforme à ce que le peuple avait voté, qui est la Constitution? C'est ça l'utilité du contrôle de la constitutionnalité. Et à titre de rappel, ce contrôle de la constitutionnalité est assuré par le Conseil constitutionnel, le Majlis Dstouri. Alors, comment on peut distinguer entre l'authentification et la ratification?
Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'authentification? L'État n'est pas encore engagé. Mais quand on ratifie le traité, là, on est engagé. Mais il reste à savoir, est-ce que le traité va entrer en vigueur ou pas? Et c'est là où intervient le secrétaire général des Nations Unies, qui reçoit quoi? Qui reçoit les ratifications des États qui ont négocié le traité. Quand il reçoit les ratifications, parce que si un ensemble d'États, un nombre d'États ont négocié, cela ne veut pas dire que tous les États vont ratifier. D'accord? Alors, il reçoit les ratifications, le nombre des ratifications. Après réception de ratification, le traité entre en vigueur. Si le secrétaire général ne reçoit pas assez de ratification, certainement le traité n'entrera pas en vigueur. C'est ça le rôle du secrétaire général des Nations Unies en matière de traités internationaux. Très bien. Une loi organique. Une loi organique, elle a deux points de départ. On l'a dit. Projet, loi, qanoun, et proposition de loi, muqtarah, qanoun. C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre les deux? Entre le projet et la proposition. Le projet de loi émane des ministres. La proposition de loi émane des députés. Nouab. Très bien. Vous savez, les parlements diffèrent. Il y a un parlement qui se compose d'une seule chambre. On l'appelle monocaméral. Et un parlement qui se compose de deux chambres, on l'appelle, c'est le cas du Maroc, parlement bicaméral, qui se compose de deux chambres, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Bien sûr, les lois au Maroc, c'est une spécificité marocaine, elles sont promulguées par Zahir. Et si vous cherchez la définition d'un Zahir, c'est un décret émanant du roi du Maroc. Une loi entre en vigueur, ça veut dire quoi? Cela veut dire elle va s'appliquer sur le champ. Et quand est-ce qu'elle entre en vigueur? C'est quand elle est publiée dans le bulletin officiel. Quand la loi est publiée dans le bulletin officiel, elle entre en vigueur. Elle s'applique sur le champ. Et c'est là, et à partir de là, on applique l'adage ou la maxime « Nul n'est censé ignorer la loi ». Une fois la loi est publiée dans le bulletin officiel, on n'a aucune excuse. On n'a pas à prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence d'une telle ou telle loi. Non, on n'a plus le droit. Alors, ce sont les conséquences de l'entrée en vigueur d'une loi. Bien sûr, l'entrée en vigueur d'une loi, c'est comme la déclaration de sa naissance. Elle est née. Elle s'applique. À un moment donné, la loi ne répond plus à la situation pour laquelle elle a été adoptée. Dans ce cas-là, on est dans l'obligation de l'abroger. C'est ce qu'on appelle l'abrogation. Annuler une loi par une autre. Mais pourquoi on annule une loi par une autre? Je viens de le dire. Parce que tout simplement, la situation pour laquelle on a adopté la loi a vécu un développement. La loi ne répond plus à ce développement. Ceci dit, il faut l'annuler et la remplacer par une autre, parce que la situation est toujours là. C'est pour cela qu'on annule une loi par une autre. Très bien.
Euh, il y a une problématique. Quand la loi est abrogée, on se pose la question, est-ce que la loi qui vient de remplacer l'ancienne, est-ce qu'elle va s'appliquer aux affaires antérieures à son entrée en vigueur? Bien sûr que non. C'est suite à quoi? Suite au principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. On n'applique pas la nouvelle loi aux affaires antérieures à son entrée en vigueur. Ça, c'est le principe de la non-rétroactivité des lois. Cela entre dans le cadre du chapitre du droit et le temps. On n'applique pas une loi rétroactivement, sauf s'il est question, là on parle des exceptions, d'une loi pénale douce ou clémente, ou des lois d'annulation. La loi pénale la plus douce ou la plus clémente, on l'a expliqué, c'est la première exception au principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. X a commis un crime. Ce crime est jugé à 15 ans de prison. Avant qu'il ne soit jugé, parce que ça prend du temps, une nouvelle loi a vu le jour, sanctionnant le même crime à 10 ans de prison. Dans ce cas-là, on va appliquer la loi la plus douce, à condition que le criminel, ou l'auteur du crime, n'a pas encore été jugé. C'est dans ce cas-là où on applique la loi de façon rétroactive. Deuxième cas, c'est un cas qui est rare, c'est les lois d'annulation. C'est-à-dire, après avoir promulgué et publié la loi dans le bulletin officiel et l'appliquer, on découvre qu'elle est irrégulière. Bon, ce sont des cas qui sont rares. Mais ça n'empêche, on peut envisager cette situation. Si on découvre que la loi est régulière, on va l'abroger sur le champ et la remplacer par une nouvelle qui va être appliquée rétroactivement parce que les personnes auxquelles on a appliqué la loi irrégulière étaient victimes. On doit corriger la situation en leur appliquant la loi régulière qui a abrogé la loi irrégulière. Il y a un autre principe dans le droit et le temps. C'est le principe de l'effet immédiat de la nouvelle loi. Le principe de l'effet immédiat, ça veut dire que la loi elle doit être appliquée une fois il est publié dans le bulletin officiel. On l'a vu. Mais il y a deux cas où la loi ne peut pas être appliquée sur le champ, même après l'avoir publiée dans le bulletin officiel. Le premier cas, c'est lorsqu'il est question d'un contrat. Quand il est question d'un contrat, il faut attendre l'expiration du contrat pour appliquer la nouvelle loi. Le deuxième cas, c'est que lorsque le législateur lui-même décide le report de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et c'était le cas du Code de la route au Maroc, qui a été publié dans le bulletin officiel en février 2010 et est entré en vigueur en octobre 2010. C'est suite à la demande du législateur. Il y a un autre point à discuter dans cette révision-là, c'est la loi ou le droit et l'espace. La problématique dans ce chapitre-là, c'est le relativisme des lois, c'est-à-dire les lois ne sont pas identiques. Il y a une seule loi qui est absolue, c'est la loi naturelle. Ça, on l'a vu. Mais tout ce que l'homme avait établi comme loi change d'un état à un autre. C'est ça le relativisme des lois. Le relativisme des lois. Pour remédier à ce relativisme, qu'est-ce qu'on a fait? On a adopté deux principes. Le principe de la territorialité des lois, et le principe de la personnalité des lois. Le principe de la territorialité des lois veut dire tout simplement que chaque État élabore sa propre loi, qu'il applique dans la limite de son territoire. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris deux choses. Cette définition de ce principe,
nous donne deux exceptions, large et restreinte. Large veut dire que la loi de l'État s'applique à tous ceux qui mettent le pied sur son sol. Citoyen, étranger, un passager. Deuxième exception qui est restreinte, la loi de l'État ne s'applique qu'à la limite de son territoire, il ne peut pas s'appliquer ailleurs. Mais ce principe a deux exceptions, qui touchent à deux exceptions, large et restreinte. Qu'est-ce qu'on a dit? La loi s'applique à tous ceux qui mettent le pied sur son sol, sauf ceux qui ont l'immunité diplomatique. Sauf ceux qui ont l'immunité diplomatique. Hassan al-Diplomatie. Les diplomates, ils ne sont pas concernés par la loi de l'état d'accueil ou l'état hôte. Deuxième exception, ça concerne la sécurité de l'État. Quand la sécurité de l'État est touchée, la sécurité extérieure de l'État est touchée, la sécurité, vous savez, il y a une sécurité militaire, économique, culturelle, il y a plusieurs sécurités qui peuvent être touchées, atteintes par des étrangers ou des Marocains qui sont à l'étranger. Dans ce cas-là, la loi de l'État peut se déplacer pour qu'elle soit appliquée ailleurs, comme le cas des hackers. On ne va pas attendre à ce que le hacker voyage, se déplace au Maroc pour l'incarcérer. Non, dans ce cas-là, on peut aller se déplacer pour appliquer la loi de l'État au-delà de ses territoires, ou plutôt de son territoire. Pour le deuxième principe, c'est le principe de la personnalité des lois. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la loi de l'État s'applique à tout le monde, même les étrangers. Mais les étrangers, on peut, suite à ce principe de la personnalité des lois, on peut leur appliquer la loi de leurs états d'origine. Mais quand il s'agit du droit constitutionnel, cela veut dire si l'étranger, dans son état, il y a des élections présidentielles par exemple, il ne va pas se déplacer, il ne va pas voyager pour participer aux élections, pour voter. Non, il reste au Maroc, il va au consulat pour participer aux élections. Dans ce cas-là, on applique le droit constitutionnel de son état d'origine. Si un étranger veut se marier, là on va appliquer le statut personnel, ou le code de la famille. S'il veut se marier, il ne va pas se marier selon la loi marocaine. Il ne va pas se marier selon la loi de l'état hôte, parce qu'il y a des aspects culturels à respecter. Il va se marier selon la loi de son état d'origine. Ainsi, notre révision prend fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. On se voit le jour de l'examen.